Lors du dîner de Noël, grand-mère nous a offert des chèques de 5 millions d'euros. Rires généraux, mon père jurant que c'était faux. J'ai conservé le mien. Le lendemain, à la banque, le directeur, le visage blême, m'a prise à part et m'a chuchoté « Madame, il faut qu'on parle. Je m'appelle Élise Vasseur. J'ai 29 ans. À Noël dernier, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a traité d'idiote pour avoir gardé un cadeau de ma grand-mère. Ce cadeau était un chèque de 5 millions d'euros. Il a déchiré le sien. Ma mère a déchiré le sien. Ma sœur a jeté le sien dans la cheminée en filmant les flammes. Mon frère a mis le sien en boule sous la table comme un vulgaire emballage de chewing-gum. J'ai été la seule à plier le mien, à le glisser dans mon sac à main et à dire « merci ». Le lendemain matin, un directeur de banque a verrouillé la porte derrière nous, m'a fait asseoir et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Ma famille a passé le reste de l'année à essayer de récupérer ce dont ils s'étaient moqués, et ce qu'ils ont fait pour y parvenir à changer tout ce que je croyais savoir sur mon propre sang. Ma grand-mère n'a jamais verrouillé sa porte d'entrée. Pas une seule fois en 47 ans. Et ce mois de décembre-là, la maison avait la même odeur que lors de ma toute première visite quand j'avais 4 ans. L'odeur du feu de bois dans la cheminée, du 4/4 qui refroidissait sur le plan de travail, et quelque chose de plus amer en dessous. Quelque chose sur quoi je n'ai mis un nom que plus tard. J'ai monté la colline au volant de ma vieille Clio avec un sac en papier rempli de pommes de l'arbre que j'avais planté derrière ma maison de location. Elle m'a accueilli à la porte dans son pull jaune maïs et le tablier qu'elle portait depuis que sa hanche avait commencé à la faire souffrir. Elle a embrassé mon front comme elle le faisait toujours, une main sur ma mâchoire, comme pour vérifier que j'étais toujours la même personne. « Parle-moi de ta classe », a-t-elle dit. Elle disait ça tous les samedis. Et elle le pensait toujours vraiment. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec des tasses à thé dépareillées, et je lui ai parlé d'Hugo, un élève de CE2 qui refusait de parler lors des travaux de groupe, mais qui écrivait des paragraphes qui me laissaient un peu bouleversée. Elle écoutait, l'attention gravée sur tout son visage. Elle m'a demandé ce dont je pensais qu'Hugo avait besoin. J'ai répondu, de patience. Elle a répliqué, alors donne-lui des samedis. Je lui ai parlé du lit que j'avais chiné à la brocante, un cadre à barreaux auquel il manquait un tiroir, et elle a ri dans son thé en disant qu'il était probablement hanté par un vieux paysan qui n'approuverait pas mes lectures. Sa main a légèrement tremblé quand elle a reposé sa tasse. J'ai fait semblant de ne rien voir. Nous avons tricoté un moment. Elle travaillait sur une petite chose grise qu'elle refusait de me montrer. J'essayais péniblement de terminer une écharpe commencée en octobre. Dehors, par la fenêtre, le rouge-gorge qu'elle nourrissait est descendu sur la mangeoire, a pris une graine et est reparti, comme à son habitude. Elle l'a regardé comme s'il était quelqu'un qu'elle attendait. Quand je suis partie, elle a glissé une épaisse enveloppe dans ma main sur le perron. À l'intérieur, il y avait 2 billets neufs de 10 € pour l'essence. Elle me donnait la même enveloppe chaque mois, et je ne les ai jamais dépensés. Je les gardais dans une boîte à chaussures sous mon lit, car ce qu'elle me donnait n'était pas l'argent de l'essence. Je ne le savais pas encore, mais c'était l'avant-avant-dernier samedi après-midi que je passerais avec elle. J'ai redescendu la colline en sifflotant. Ma mère ne m'appelait jamais pour savoir comment j'allais. Elle appelait pour me dire comment elle allait, pour savoir ce que j'avais, et pour décider si elle en avait besoin d'une partie. Elle m'a attrapé sur le chemin du retour, à 15 km de la ville, le clignotant faisant le bruit d'un petit métronome dans mon tableau de bord. « Élise, ma chérie, tu es encore allée voir la vieille ?» C'était ainsi que ma mère appelait la mère de mon père. Jamais grand-mère, jamais Sylvie. La vieille. J'y vais le samedi, maman. Tous les samedis. Elle a soupiré de cette façon qu'elle avait quand elle voulait que je me sente déraisonnable. Elle va très bien, ma puce. Elle a sa pension. Mon frère aîné, Guillaume, était avec elle. Je l'entendais mâcher quelque chose. Élise, j'ai besoin qu'on m'emmène au garage de Damien lundi. Mon utilitaire est encore en panne. J'ai cours lundi, Guillaume. L'après-midi, alors. Ma sœur Chloé m'a envoyé un SMS pendant que j'étais encore au téléphone. Elle vivait à 1 heure de là,
dans une plus grande ville, avec un mari qu'elle affichait sur les réseaux mais dont elle parlait rarement autrement. Coucou ma belle, tu peux me dépanner de 200 € juste pour cette semaine? Je te rembourse. Promis. 3 émojis. Ma mère continuait de parler pour combler le silence. Le dîner de Noël. Ton père veut un rôti. Assure-toi qu'elle ne cuisine pas pendant des heures cette année, Élise. Elle se fatigue tellement et après elle reste assise là à nous regarder. Personne ne m'a demandé si ma grand-mère allait bien. Personne n'a demandé si sa hanche empirait. Personne n'a demandé pourquoi sa main tremblait quand elle versait le thé. J'ai réalisé que j'avais attendu en silence, à tout hasard, que l'un d'eux le fasse. Et j'ai pris une petite décision sur cette route départementale mouillée par la neige, une décision que je ne me suis expliquée que bien plus tard. On se voit le soir du réveillon, ai-je dit. Et Élise. La voix de ma mère a pris ce ton qu'elle réservait au conseil. Ne la laisse pas t'embobiner pour que tu emménages avec elle. Elle a sa fierté, mais elle profitera de la tienne. J'ai raccroché. Mon père n'était même pas sur la ligne, mais je pouvais l'entendre quand même, de la même façon qu'on entend l'horloge d'une maison où l'on a grandi. Ça faisait des années qu'il me disait de ne pas me laisser duper par sa mère. Il utilisait des mots comme « duper ». Je n'avais jamais vu de ma vie ma grand-mère essayer de duper qui que ce soit. La première chose que ma grand-mère m'a demandé de lui promettre n'était pas de lui sauver la vie. C'était de garder son secret. Elle me l'a dit un samedi, fin octobre, dans son jardin, pendant que nous taillions le romarin pour l'hiver. La lumière était basse et orangée, le genre de lumière qu'on ne trouve que dans un jardin cultivé par les mêmes mains pendant 40 ans. Elle a posé son sécateur sur le banc et s'est assise plus lourdement que d'habitude. « Tu te souviens du docteur Moreau ?» a-t-elle dit. « Bien sûr. Je suis allée la voir mardi. » J'ai attendu. J'avais appris depuis longtemps que ma grand-mère vous disait les choses en son temps, et essayer de la presser revenait à essayer de presser une tomate de poussée. Le pancréas, a-t-elle dit. Stade 4. Je le sais depuis juillet. Le banc a semblé basculer. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'une partie de moi le savait depuis des mois. De la même façon qu'on sait qu'une saison se termine avant de voir tomber la moindre feuille. De la chimio, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non. Je veux passer le temps qu'il me reste ici, dans ce jardin, à la table de la cuisine avec toi le mercredi, pas sous perfusion. Grand-mère. J'ai 82 ans, Élise. J'ai eu une vie très longue et très intéressante. Elle a pris ma main. Ses doigts étaient froids mais fermes. Je ne suis pas triste. Je fais le tri. Elle a pincé une branche de romarin et l'a pressée dans ma paume. Son odeur ne m'a pas quittée depuis. J'ai une chose à te demander, a-t-elle dit. Ne leur dis rien. Grand-mère, je veux que Noël soit Noël. Je ne veux pas que ce soit un lit de mort. Je ne veux pas que ton père écrive ton éloge funèbre à table. Elle a eu un demi-sourire. Je veux du poulet rôti et du mauvais vin. Je veux faire semblant une année de plus qu'il est l'homme que j'ai élevé. Un éclair a traversé son regard. Celui d'autrefois, celui qui signifiait qu'elle allait dire quelque chose de marquant. De plus, a-t-elle ajouté, j'ai quelques petites choses à distribuer d'abord. Ce sera un Noël très intéressant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Rien de ce qu'elle disait n'était jamais accidentel. Chaque membre de ma famille est entré dans la maison de ma grand-mère ce soir de réveillon avec une liste de courses en tête déguisée en affection. Mon père est entré le premier, tapant ses bottes pleines de neige comme un homme revendiquant un territoire. Richard Vasseur avait le genre de posture qu'il avait servi pendant 30 ans à l'usine de pièces mécaniques et qui, dans 3 mois, ne suffirait plus à lui conserver son emploi. Il a accroché son manteau à la bonne patère. Il a ouvert le frigo sans demander. Ma mère est entrée derrière lui, faisant déjà des compliments. Oh, le sapin est ravissant cette année. Elle l'évaluait. Je regardais ses yeux parcourir les guirlandes et l'étoile argentée que mon grand-père avait soudées en 1974, et je la voyais compter. Guillaume a amené sa copine, qui faisait 18 ans mais ne les avait pas,
et il a à peine dit bonjour à notre grand-mère. Il m'a dit bonjour, en revanche. Toujours prof avec tes gamins, hein? C'est pour quand le vrai boulot? Il a souri comme si c'était une blague. Ce n'était pas une blague, mais ce n'était pas non plus entièrement cruel, ce qui était pire. Chloé est arrivée la dernière, téléphone déjà levé, filmant une vidéo pour ses abonnés. Ambiance cocooning chez mamie, mes amours. Il faut absolument que vous voyiez cette cheminée. Elle n'a pas pris ma grand-mère dans ses bras. Elle a embrassé l'air près de sa joue et est retournée à ses angles de caméra. Ma grand-mère avançait lentement de la cuisinière à la table, dans son pull jaune maïs. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle regardait sa famille avec l'expression calme et attentive que je lui connaissais depuis 30 ans lors des réunions de famille. Le regard d'une femme qui a depuis longtemps cessé d'être surprise. Elle a croisé mon regard une fois, elle a souri, et elle avait l'air de partager une blague avec quelqu'un qui n'était pas encore arrivé. Margot Leroux, qui était la meilleure amie de ma grand-mère depuis 1974 et qui tenait la librairie d'occasion rue des Ormes, est passée avec un pot de miel et est restée 10 minutes. Avant de partir, elle m'a touché le bras dans le couloir. « Tu es la seule dont elle parle jamais, tu sais ça, j'espère », m'a dit Margot. Tino Rossi passait à la radio de la cuisine, sautant un battement comme ça le faisait depuis 1997. Personne ne l'avait réparé. Personne ne l'avait jamais fait. La graisse de la dinde grésillait dans le plat, et ma grand-mère a sorti une petite boîte en bois de près de sa chaise et l'a posée sur la table, sans que personne ne le remarque. Ma grand-mère a distribué 5 enveloppes identiques ce soir-là, et au moment où le rôti était froid, 4 d'entre elles avaient été détruites devant elle. Elle a attendu que tout le monde ait mangé. Elle s'est levée lentement, une main sur le dossier de sa chaise, et s'est raclé la gorge de cette petite manière précise qu'elle avait avant un discours. Ma famille continuait de parler. Ils continuaient toujours de parler. J'ai quelque chose que j'aimerais donner à chacun de vous, a-t-elle dit. Guillaume a levé les yeux au ciel en regardant Chloé. Chloé a fait de même. Grand-mère a ouvert la boîte en bois. Elle a sorti 5 enveloppes, couleur crème, non scellées, et a fait le tour de la table pour en déposer une à côté de chaque personne. La mienne était la dernière. Elle m'a touché l'épaule en la posant. Mon père a ouvert la sienne en premier, parce que mon père ouvrait toujours tout en premier. J'ai vu son visage passer de l'attente à la confusion, puis se crisper comme un poing. À l'intérieur, il y avait un chèque. Il provenait du Crédit foncier de Beauvallon. Il était rédigé avec l'écriture penchée à l'encre bleue de ma grand-mère. Il était d'un montant de 5 millions d'euros. Guillaume a ri avant même d'avoir lu le sien. Il s'est penché. Il a vu le chiffre. Il a ri de plus belle. Mamie, c'est une blague? Tu veux nous faire jouer au Monopoly? Chloé a ricané et a tenu le sien à la lumière comme un bijou de pacotille. Le visage de ma mère a eu une drôle d'expression. L'espace d'une seconde, elle a eu l'air d'une enfant à qui l'on venait d'offrir une gentillesse qu'elle ne savait pas comment recevoir. Puis mon père a dit, d'une voix forte et plate, « C'est un faux. Ne sois pas idiote. » Il a laissé tomber son chèque dans son assiette. La sauce a imbibé le coin. Ma mère a déchiré le sien en deux lentement et a posé les moitiés à côté de son verre de vin. Maman, vraiment? Ce n'est pas drôle. Guillaume a mis le sien en boule et lui a donné une pichenette sous la table. Et Chloé? Chloé s'est levée, a marché jusqu'à la cheminée et a jeté le sien dedans. La flamme a attrapé le papier par le coin, et j'ai regardé le chiffre 5, suivi de ses 6 zéros, noircir, se recroqueviller en une petite forme rouge, et disparaître. Ma grand-mère n'a pas scié. Elle n'a regardé que moi. J'ai pris le mien. Je l'ai plié en deux une seule fois et je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon sac. Merci, grand-mère, ai-je dit. Elle a hoché la tête, juste une fois. Personne d'autre ne l'a remarqué. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, en m'accrochant au volant de la même manière qu'on s'accroche à un banc d'église pendant un hymne funèbre, car sinon vos mains tremblent. La neige tombait à gros flocons. Les essuie-glaces avaient un rythme irrégulier, un décalage droite-gauche que j'avais appris, au fil de 4 hivers, à trouver réconfortant. Je le comptais en conduisant.
Je le faisais comme Hugo, mon élève de CE2, comptait ses doigts quand il se sentait dépassé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma grand-mère avait vu 4 de ses petits-enfants et son fils se moquer d'elle en face, et elle n'avait pas sourcillé. Elle n'avait regardé que moi. Elle n'était pas sénile. Elle était la personne la plus vive d'esprit que j'ai jamais connue. Elle lisait le journal du dimanche de bout en bout et prenait des notes dans les marges. Elle me battait au bridge une semaine sur 2 et m'achetait une tablette de chocolat les semaines où elle perdait. Elle avait un jour repéré de mémoire une erreur sur ma déclaration d'impôt. Et 2 semaines avant Noël, dans le jardin, elle m'avait posé une question qui m'avait semblé, sur le moment, être l'une de ces questions étranges et discrètes. Si tu avais 1 million d'euros, Élise, que ferais-tu en premier? J'avais ri. Je ne sais pas acheter de nouvelles fournitures pour ma classe, sans doute. On n'a plus de marqueurs pour tableau blanc. Elle avait hoché la tête, comme si j'avais donné la bonne réponse à un test. De retour chez moi, j'ai posé le chèque sur la table de la cuisine et je suis restée debout à le regarder sous la lumière jaune du plafond. Le papier était épais. Le filigrane de sécurité, quand je l'inclinais, bougeait comme de l'huile sur de l'eau. Le code guichet correspondait à la Banque nationale de Beauvallon, devant laquelle je passais tous les jours pour aller travailler. La signature était celle de ma grand-mère, la même que je voyais sur toutes mes cartes d'anniversaire depuis que je savais lire. Je l'ai retournée. Au dos, avec la même encre bleue, elle avait écrit de son écriture penchée et appliquée, pour celle qui vient encore les samedis. Je me suis assise sur le sol de la cuisine. J'y suis restée longtemps. Le chèque était sur la table au-dessus de moi. Dehors, la neige faisait cette chose qu'elle fait la nuit, où elle rend tout étouffé, lointain et proche en même temps. Le lendemain matin, j'irai à la banque, non pas pour l'encaisser, juste pour demander. Le directeur de la banque de Beauvallon me connaissait depuis que j'avais 16 ans, et je n'avais jamais vu son visage prendre cette couleur. Il s'appelait Benoît Mercier. Il portait une moustache qu'il avait gardée depuis bien avant que ça ne revienne à la mode, et il y avait un petit cheval en plastique sur son bureau qui, j'avais toujours supposé, venait d'un enfant qui avait grandi depuis. Il a souri en me voyant entrer. Il n'a plus souri une minute plus tard. Monsieur Mercier, je suis désolé de vous déranger le lendemain de Noël. J'ai sorti le chèque. Je voulais juste vérifier ça. Ma grand-mère me l'a donné hier soir et je ne. J'ai glissé le papier sur le bureau. Il l'a regardé. Son sourire a hésité. Puis quelque chose derrière ses yeux a tressailli, il a pris le chèque à 2 mains, et son visage a fait cette chose dont je n'avais lu la description que dans les livres. Il a perdu ses couleurs. Il est devenu de la couleur de l'intérieur d'une enveloppe. Élise. Il a prononcé mon nom comme le ferait un médecin. Vous pouvez m'accompagner 1 minute? Il s'est levé. Il a marché devant moi, dépassant les guichetiers, dépassant la couronne de Noël sur la porte de la chambre forte, et a ouvert la porte d'une petite pièce privée avec une longue table et sans fenêtre. Il m'a tenu la porte. Il l'a fermée. Il a tourné le petit loquet. Asseyez-vous. Est-ce qu'il est vrai? Il s'est assis en face de moi. Il a croisé les mains. Il a regardé le chèque, puis moi, puis le chèque. Élise, a-t-il dit. Avez-vous lu ce qu'elle a écrit au dos? Oui. D'accord. Il a pris une inspiration. Votre grand-mère est venue la première semaine de novembre. Elle a transféré des fonds vers un compte spécial. Elle a fait préparer 5 de ses chèques. C'est moi qui les ai imprimés, Élise. Ils sont aussi vrais que la chaise sur laquelle vous êtes assise. J'ai compté à rebours à partir de 10, comme je dis à Hugo de le faire. Et j'ai regardé le petit cheval en plastique sur le coin de son bureau. Madame. La voix de Benoît est devenue très professionnelle. Je vais vous demander de rester assise. C'est vrai. Tout cela est vrai. Il a fait une pause. Et ce n'est qu'une partie de l'histoire. Un avocat nommé Maître Delcourt va vous contacter. Je ne suis pas censé en dire plus. Je suis sorti de la banque avec 5 millions d'euros sur mon compte et le sentiment, déjà, que ce ne serait pas la chose qui changerait ma vie cette semaine-là. Ma grand-mère était millionnaire depuis plus longtemps que je n'étais en vie,
et la seule personne de notre famille qui avait un jour pensé à s'enquérir de son conseiller financier était le guichetier qui encaissait son chèque de pension. J'ai conduit directement de la banque à chez elle, toujours dans mon manteau d'hiver, avec encore sur mes manches cette odeur de papier photocopieuse et de vieux café de l'arrière-boutique de Benoît. Elle était dans la cuisine. Elle préparait le café. Elle n'a pas été surprise de me voir. En 29 ans, elle n'avait jamais été surprise de me voir. Tu es allé à la banque? Oui. Benoît a été gentil avec toi? Il était terrifié. Elle a souri dans sa tasse. C'était celle ébréchée avec le rouge-gorge dessus, celle qui était plus vieille que moi. Elle en a poussé une deuxième de l'autre côté de la table pour moi. Assieds-toi, ma chérie. Je me suis assise. Ton grand-père m'a laissé 400 000 € en 1998, a-t-elle dit. Ainsi qu'une maison et un jardin. Je ne savais pas quoi faire de tout ça. J'avais 55 ans. J'avais été professeur de musique pendant 30 ans. Je n'avais jamais acheté d'action de ma vie. Alors je suis allée à la bibliothèque. J'ai lu. J'ai écrit des lettres à un homme à Lyon. Il tenait une chronique dans un magazine que j'aimais bien. Il s'appelait Monsieur Laurent. Il m'a répondu. Nous avons correspondu pendant 17 ans. Je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort en 2015. Elle a fait une pause. Il m'a laissé 40% de son cabinet. Grand-mère, j'ai environ 40 millions d'euros. Élise, à quelques fluctuations du marché près. J'ai reposé mon café. Le rouge-gorge sur la tasse m'a regardé de son œil ébréché. Pourquoi tu n'as jamais? Parce que personne n'a jamais demandé. Elle l'a dit sans aucune amertume. Elle l'a dit comme si elle parlait de la météo. Ton père m'a demandé une fois en 2003 si j'avais besoin qu'il gère mon argent. J'ai dit non. Il n'a plus jamais demandé. Il n'a pas demandé parce qu'il voulait m'aider. Il a demandé parce qu'il voulait contrôler. Je ne suis pas obligée de remettre ma vie entre les mains de quelqu'un qui confond ces deux choses. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Je ne leur ai pas donné d'argent hier soir, Élise, a-t-elle dit. Je leur ai donné une dernière chance de me demander pourquoi. Et ils ne l'ont pas fait. Il a fallu exactement 112 minutes à ma famille pour cesser d'appeler ce chèque info et commencer à l'appeler le leur. Benoît avait dû passer un appel de conformité. Il avait appelé mon père, parce que son nom figurait sur un ancien compte joint datant de 20 ans. Il ne lui a pas donné de détails. Il lui a juste dit qu'un virement avait été effectué. C'était suffisant. Le premier appel est arrivé pendant que j'étais encore dans la cuisine de ma grand-mère. Puis un autre, puis un autre. Mon téléphone, face contre table, a vibré 32 fois en 45 minutes. J'ai compté parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Les SMS de Chloé sont arrivés en avalanche. Il me faut mon chèque. J'ai changé d'avis. C'était un accident. Élise, chérie, on peut parler? Je dois payer mon garde-meuble. Tu n'as pas besoin d'autant. Sois juste. Le message vocal de Guillaume était plus fort. Rends ça tout de suite. C'est l'argent de la famille, petite fouine. Tu m'entends? Ma mère a pleuré sur mon répondeur. Elle pleurait de sa manière spéciale, ses pleurs de représentation, doux, avec un hoquet à la fin. Élise, ma chérie, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais à cette famille. J'ai été si patiente. Je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai regardé ma grand-mère. Elle était calme. Elle mangeait une tartine. Elle m'observait avec l'attention bienveillante d'une femme qui regarde une tempête qu'elle avait prévue. Je vais éteindre ça, ai-je dit. C'est mieux. Les coups à la porte ont commencé 40 minutes plus tard. C'était mon père. J'ai vu sa voiture se garer par la fenêtre de la cuisine. Il a remonté l'allée à cette allure qu'il prenait quand il se montrait raisonnable à voix haute mais furieux intérieurement. Ma grand-mère s'est levée lentement et a marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle ne l'a pas ouverte. Elle s'est tenue derrière la vitre. Mon père a tambouriné. Il a essayé la poignée. Maman, ouvre la porte.
Richard, a-t-elle dit à travers la vitre, on est le 26 décembre. Ce n'est pas un bon moment. Tu lui as donné 5 millions? Je vous ai donné à chacun 5 millions. 4 d'entre vous l'ont brûlé. Maman. Richard, rentre chez toi. Elle n'a pas haussé la voix. On se verra quand on se verra. Elle a tourné le verrou pour la première fois en 47 ans. Mon père est resté sur le perron un long moment. Puis il est parti. Ma grand-mère est revenue à la table. Elle a repris sa tartine. Eh bien, a-t-elle dit, voilà qui est fait. La semaine où ma grand-mère s'est cassé la hanche a été la semaine où j'ai cessé de faire semblant que j'allais la garder. C'est arrivé dans le jardin, un mardi de la mi-janvier. Elle était sortie pour jeter des graines au rouge-gorge. Elle a glissé sur une plaque de verglas qu'elle ne pouvait pas voir sous la neige. Elle est restée allongée là pendant 40 minutes avant que Margot, passant en voiture pour se rendre à sa librairie, ne remarque sa porte d'entrée à moitié ouverte et ne s'arrête. L'hôpital voulait l'admettre. Elle voulait des soins palliatifs à domicile. Et c'est ce qu'elle a eu. Elle avait rempli les papiers 3 mois plus tôt, et maître Delcourt les avait fait notarier. J'ai demandé un congé à l'école primaire de Beauvallon. La directrice, une femme discrète nommée Madame le maire, m'a regardé longuement par-dessus son bureau et m'a dit « Prenez le temps dont vous avez besoin, Élise. Vous reviendrez quand vous reviendrez. » J'ai emménagé dans la chambre d'amis de ma grand-mère, celle avec les fleurs séchées au mur et le couvre-lit que sa mère avait confectionné. J'ai installé un babyphone sur sa table de nuit. Théo, le prof de sport, qui était un homme bien et rien de plus, a transporté mes affaires dans sa camionnette et ne m'a posé aucune question indiscrète. Mon père est venu la voir une fois. Il est resté 20 minutes. Il a dit à ma grand-mère qu'elle devrait laisser Guillaume la ramener chez elle. Elle a répondu, « Richard, je suis chez moi. » Il n'est pas revenu. Chaque soir, je lui faisais la lecture. Elle aimait Colette, particulièrement le blé en herbe, qui avait été un cadeau de mariage de sa mère. Je lisais lentement. Elle fermait les yeux. Parfois, elle corrigeait ma prononciation d'un nom de village. Parfois, elle s'endormait. L'eau au miel et au citron sur sa table de nuit gelait sur les bords pendant la nuit parce que le radiateur était vieux et les murs fins comme du papier. Et chaque matin, quand je le changeais, je remarquais avec une petite tendresse effrayée que ma main était plus petite que la sienne ne l'avait été, et qu'elle ne serait jamais aussi grande. Nous avions toutes les deux rétréci à notre façon cet hiver-là. Un jeudi vers la fin, elle m'a demandé d'ouvrir le tiroir du haut de sa commode. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton sur une boucle en cuir. Elle l'a mise dans ma main. Quand Delcourt t'appellera, a-t-elle dit, donne-lui ça. Il saura ce qu'elle ouvre. Grand-mère, pas encore. Élise, bientôt. Et c'est très bien ainsi. Ma grand-mère est morte comme elle avait vécu, selon ses propres termes, sans faire d'histoire, et dans une pièce qui sentait les vieux livres et la laine. C'était le 3 février 2026, un mardi, à 5h47 du matin. Je le sais parce que j'ai regardé le petit réveil de voyage qu'elle gardait sur sa table de nuit. C'était le genre de réveil avec une trotteuse qui fait tic-tac, un réveil que le mari de Margot lui avait offert pour leur lune de miel en 1962. Il retardait toujours. Elle ne l'avait jamais remplacé. Elle était silencieuse depuis 2 jours. Le matin d'avant, elle m'avait serré la main et avait dit, « Élise, je suis si fière de toi. » Elle n'avait pas dit un mot depuis. Je somnolais dans le fauteuil. Je me suis réveillée parce que la chaudière s'est arrêtée au sous-sol. Elle s'est arrêtée et la maison est devenue très, très silencieuse. Et j'ai compris, d'une manière que je ne comprenais pas avec mon esprit, qu'elle était partie. Sa main était dans la mienne. Elle était encore chaude. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée assise un moment. J'ai écouté le matin. Le radiateur a claqué une fois. Le rouge-gorge est venu à la mangeoire. Il a pris une graine. Il s'est envolé. Ensuite, j'ai appelé Margot. Elle est arrivée dans l'heure. Elle s'est assise à côté du lit et a tenu l'autre main. Elle tenait cette main depuis 1974. J'ai appelé mon père ensuite.
Il a décroché à la 4e sonnerie. Je le lui ai dit. Il est resté silencieux un instant, puis sa voix s'est brisée, et j'ai cru l'espace d'une seconde qu'il était humain après tout. Puis ma mère a pris le téléphone, et ses premiers mots ont été « Quand auront lieu les obsèques, Élise ? J'ai un truc de prévu le 10. » J'ai raccroché. Les obsèques ont eu lieu ce samedi-là. Ma grand-mère avait laissé des instructions écrites. Elle voulait porter son pull jaune maïs. Elle voulait être enterrée aux côtés de son mari dans le petit cimetière derrière l'église catholique qu'elle n'avait jamais fréquentée. Elle ne voulait pas d'éloge funèbre de la part de Richard. Elle voulait que moi, je lise un poème. Ils sont tous venus. Ils ont pleuré bruyamment. Mon père portait un costume noir qui ne lui allait plus. Ma mère s'accrochait à son bras. Chloé a filmé la procession de derrière ses lunettes de soleil. J'ai vu qu'elle l'a posté plus tard avec un filtre qui adoucissait les bords. La légende disait « Guérison ». Je n'ai rien filmé. Je n'ai pas pleuré avant le soir venu. Je veux m'arrêter une seconde ici. Si vous avez marché jusqu'ici avec moi, si vous avez un jour perdu quelqu'un qui vous aimait plus que vous ne pensiez le mériter, mettez un like à cette histoire et dans les commentaires ci-dessous, dites-moi son prénom. Je les lis absolument tous. Je vous demande ça parce que la partie qui vient ensuite est celle que je n'étais pas sûre d'avoir la force de raconter. Et de vous avoir ici rend les choses plus faciles. Restez avec moi. Reprenons. Mon père a appelé l'avocat avant même que les fossoyeurs n'aient fini leur café. C'est maître Delcourt qui me l'a dit plus tard, car Delcourt vous disait les choses en son temps et parce qu'il était, entre autres, très drôle. Il a dit que mon père avait laissé 3 messages vocaux avant midi le jour même des obsèques. Tous demandaient quand le testament serait lu. Guillaume est venu chez moi le lendemain soir. Il est entré sans frapper, parce que nous avions grandi dans une maison où personne ne frappait, il s'est assis au bord de mon canapé dans son costume de deuil et m'a demandé sans préambule, « Tu sais à qui elle a laissé la maison ? » ?»« Non, Guillaume. »« Tu étais là toutes les semaines. » Elle a forcément dit. On n'en parlait pas, allez, Élise. On parlait de mes élèves. On parlait de son jardin. On parlait de bridge. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son testament, et je m'en fiche. Il m'a regardé longuement. De cette façon dont Guillaume regarde les gens quand il essaie de deviner s'ils mentent. Guillaume n'a jamais été très doué pour cerner les gens. Il a pris une bière dans mon frigo sans demander et il est parti. Maître Delcourt m'a appelé le lundi suivant. Il était exactement comme dans mon souvenir de la seule fois où je l'avais rencontré à la table de ma grand-mère. Un homme grand et lent, dans un costume gris, avec une voix semblable à la corde d'un violoncelle. Mademoiselle Vasseur, votre grand-mère m'a engagé il y a de nombreuses années. Il y aura une lecture de son testament à mon cabinet. Le 20 février, à 10h du matin. Toute la famille immédiate est convoquée. J'aimerais que vous y soyez. D'accord, maître. Il a fait une pause. Il y a un coffre-fort ici, dans mon bureau, qu'elle avait mis en place. Je vous demanderai lors de cette lecture si vous avez une clé. Je l'ai. Bien. Maître Delcourt, je peux vous poser une question ? Je vous en prie. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'il y a dans le testament ? Il est resté silencieux un long moment. Oui, en effet. Est-ce que ça va surprendre quelqu'un ? Il a ri une fois, un rire sec. Mademoiselle Vasseur, cela va surprendre absolument tout le monde dans cette pièce, sauf vous et moi. Et même vous, je pense, un petit peu. Le jour de la lecture du testament était un vendredi. J'ai mis une robe grise. J'ai conduit jusqu'en ville avec une supposition qui s'est révélée entièrement fausse. Mon père a utilisé exactement les mêmes mots lorsqu'il a entendu le testament que ceux qu'il avait utilisés lorsqu'il avait déchiré le chèque. Il a dit « C'est une blague ?» Et puis il l'a répété, un peu plus fort, comme si la pièce n'avait pas entendu. La salle de réunion de Maître Delcourt avait une horloge murale encadrée de bois, et cette horloge faisait un tic-tac plus fort qu'aucune autre horloge que j'ai jamais entendue de ma vie. Mon père était assis d'un côté de la table. Ma mère était assise à côté de lui, la main sur sa manche. Guillaume était assis en face. Chloé était assise au bout,
faisant défiler son écran jusqu'à ce que Delcourt lui demande de ranger son téléphone dans son sac. Margot était assise à côté de moi. Je lui avais demandé de venir. Ma grand-mère lui avait demandé de venir. Maître Delcourt a ouvert un dossier vert foncé. Il a mis ses lunettes de lecture. Il n'a regardé aucun d'entre nous. Ceci est le testament de Sylvie Vasseur. Daté du 14 avril 2022. Témoins, Marguerite Leroux et Dr Valérie Moreau. Notarié en ma présence. Il a lu le préambule. Il a lu la liste des legs spécifiques, la tasse au rouge-gorge pour moi, le jeu de bridge pour Margot, l'étoile soudée pour l'église Saint-Pierre, le piano pour l'école primaire. La mâchoire de mon père était déjà crispée. Le reliquat principal de la succession, à Delcourt, comprenant la résidence familiale située au 114 chemin du Val-Tilleul, les 10 hectares de terrain environnants, tous les comptes d'investissement et tous les effets personnels restants évalués à environ 40,2 millions d'euros net après la distribution des 5 dons déjà effectués. L'horloge était très bruyante. La testatrice lègue l'intégralité de ce reliquat à sa petite-fille, Élise Vasseur. Personne n'a parlé. L'horloge a fait tic-tac. Le visage de mon père n'a pas changé pendant 3 bonnes secondes. Puis il s'est levé. C'est une blague ? Monsieur Vasseur, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une blague ? Ce n'est pas une blague. C'est un document légal. Asseyez-vous. Ma mère a laissé échapper un petit son. Le son d'une tasse a été reposé trop brusquement. Les yeux de Guillaume étaient braqués sur moi. Chloé avait ressorti son téléphone. Delcourt a lu la clause explicative jointe de la même voix assurée. Je laisse ceci à ma petite fille Élise. Elle est la seule qui venait me rendre visite les samedis. Elle venait sans autre raison que l'amour. Elle s'est occupée de moi à la fin de ma vie. Elle n'a jamais demandé ce que je possédais. Mon père s'est rassis. Il a fixé la table. Margot, à côté de moi, a pris ma main sous la table. Je l'ai serrée fort. La plainte est arrivée par la poste 4 jours après la lecture du testament, et je savais avant même de l'ouvrir lequel d'entre eux avait été le premier à la taper. C'était une épaisse enveloppe Kraft. J'ai senti le papier. Je ne sais pas pourquoi. Le stress fait faire des choses étranges. Le papier sentait le papier, et le cabinet d'avocat d'où il provenait sentait le tonneur et le vieux cuir. Et ces 2 odeurs transparaissaient. La plainte était déposée au nom de Richard Vasseur, Céline Vasseur, Guillaume Vasseur et Chloé Breton. Le motif de l'action était « abus de faiblesse ». Ils alléguaient que j'avais manipulé une femme âgée et malade pour qu'elle me lègue toute sa fortune. Je me suis assise par terre dans ma cuisine et j'ai ri. Ce n'était pas un bon rire. C'était le rire qu'on a quand la seule alternative est de jeter quelque chose contre le mur. J'ai appelé Maître Delcourt. Il s'y attendait. Je vous représenterai, mademoiselle Vasseur, à titre gracieux. Je dois bien ça à votre grand-mère pour 3 décennies de confiance. Laissez-moi terminer ce qu'elle a commencé. J'ai ensuite appelé Théo. Théo était dans son allée en train de gratter le givre sur sa voiture, et il a répondu sur haut-parleur. Est-ce que je devrais essayer de trouver un accord, Théo ? Leur donner juste quelque chose. Il est resté silencieux une seconde. J'entendais le bruit du grattoir à glace. Élise, a-t-il dit, tu n'as rien fait de mal. Et ta grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Céder serait la seule façon de lui manquer de respect. D'accord. D'accord. C'était tout. C'est le genre d'ami qu'était Théo. Mon père a envoyé un email le lendemain matin. Objet, réunion de famille. Texte, Élise. Il faut qu'on s'assoie pour discuter. Ça va trop loin. Papa. Je l'ai transféré à Delcourt. Delcourt a répondu en mon nom. Poli, professionnel, redirigeant toute communication vers son cabinet. Chloé a commencé à poster des vidéos voilées. Elle était assise dans sa voiture, sans maquillage, et parlait pendant 7 minutes d'une trahison familiale dans laquelle elle ne pouvait pas entrer dans les détails pour des raisons légales. Ses abonnés l'ont soutenue. Reste forte, reine.
La famille, c'est tout. Je suis tellement désolée, ma belle. J'en ai regardé 2. Je n'ai pas regardé la 3e. Ma grand-mère était en terre depuis 18 jours. L'affaire ne serait pas jugée avant octobre. Delcourt disait que les successions étaient lentes. Les successions contestées l'étaient encore plus. J'allais devoir vivre pendant 7 mois et demi avec le nom de ma famille sur une procédure judiciaire portant le mien. Je suis retournée au travail le lundi. Hugo était heureux de me voir. Le coffre-fort dont ma grand-mère m'avait donné la clé ne contenait pas d'action ni d'acte de propriété. Il contenait la preuve qu'elle avait été attentive. Delcourt m'a accompagnée en voiture à la maison un samedi de mai. Les lilas commençaient à fleurir. Il a traversé les pièces avec le respect silencieux d'un homme qui avait connu la femme qui y avait vécu. Le coffre-fort se trouvait au fond du placard de sa chambre, derrière une rangée de gilets. Il a regardé pendant que je tournais la clé en laiton. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première était un épais dossier juridique. Le testament, les actes notariés, les 3 évaluations de capacité que le docteur Moreau avait effectuées au fil des ans. Chacune d'entre elles était parfaite, chacune était datée, chacune était signée. Delcourt a esquissé un petit sourire sombre. Votre grand-mère, a-t-il dit, s'y connaissait en contentieux. La deuxième chose était une liasse de lettres. Toutes les cartes d'anniversaire que je lui avais jamais envoyées, en commençant par un dessin au crayon de cire de quand j'avais 4 ans. Elle les avait toutes gardées. Elle les avait classées par année, au crayon à papier, au dos. La 3e était un carnet en cuir. Je n'ai pas su ce que c'était au début. Il était vert, avec des coins souples, noué avec un lacet de chaussure qu'elle avait dû remplacer au moins une fois. Je l'ai ouvert sur le sol de sa chambre. C'était un journal, une sorte de journal. Sur chaque page, de son écriture penchée, il y avait une seule entrée, une date, quelques mots, parfois une feuille séchée, une plume ou un ticket. 5 février 2015. Élise est venue. Nous avons lu ensemble. Elle a pleuré un peu au passage avec la charrue. 22 octobre 2016. Élise est venue, a apporté des pommes, a aidé avec la gouttière. 19 août 2018. Élise est venue, fatiguée de sa première semaine d'enseignement. Nous avons toutes les 2 fait la sieste. Tous les samedis où j'étais venue. Absolument tous, remontant à 10 ans. Remontant à plus loin que je ne me souvenais être venue. 487 entrées. Je les ai comptées plus tard, assises sur le lit. À la page 112, il y avait une légère tache brune de thé. Sa note en dessous disait « Élise a apporté une tarte ». J'en ai renversé tellement on a ri. J'ai pleuré pour la première fois depuis les obsèques. J'ai pleuré dans ma propre manche, sur le sol de sa chambre, pendant que Delcourt, dans le couloir, faisait gentiment semblant de regarder la vue. Je n'allais pas être seule au tribunal. Elle avait compté chaque samedi. La juge qui a statué sur le testament de ma grand-mère était allée au lycée avec elle en 1962, et elle l'a mentionné 2 fois avant le début de l'audience. Elle s'appelait juge Bernadette Arnaud, et elle se récusait systématiquement des affaires où la relation était plus intime qu'une simple connaissance passagère. Elle et ma grand-mère avaient été camarades dans une promotion de 51 élèves. C'était une connaissance. Elle pouvait présider l'affaire. Elle l'a annoncé en audience publique, et l'avocat de ma famille n'a pas fait d'objection parce qu'il savait, je pense, qu'il n'avait rien de mieux à espérer. Delcourt était calme. Il a guidé la juge à travers le testament, les évaluations médicales, les déclarations des témoins. Le docteur Valérie Moreau a pris la barre dans un tailleur bleu marine et a parlé avec la précision nette et factuelle d'une femme qui avait déjà témoigné. Elle avait évalué ma grand-mère 3 fois. Une fois en 2022 lors de la signature du testament, une fois en 2023 pour un suivi. Une fois en 2024 parce que ma grand-mère avait insisté. Les 3 évaluations concluaient à une pleine capacité de tester. La 3e avait été réalisée 11 semaines avant sa mort. Margot a témoigné ensuite. Elle portait ses lunettes de lecture et une petite broche en argent que Sylvie lui avait offerte pour son 50e anniversaire. Votre honneur,
Sylvie Vasseur et moi avons joué au bridge tous les mercredis pendant 40 ans. Lors de sa dernière semaine, elle se souvenait de la main que j'avais mal jouée en septembre 1987. Elle me taquinait encore à ce sujet. Margot a regardé mon père quand elle a prononcé la phrase suivante, elle n'a été influencée par personne. C'était la personne la plus impossible à persuader que j'ai jamais connue. Puis l'avocat de la famille m'a contre-interrogé. Je redoutais ce moment. J'avais répété. Je n'en avais pas eu besoin. Mademoiselle Vasseur, avez-vous un jour suggéré à votre grand-mère comment elle devrait répartir sa succession? Non. Avez-vous discuté de ses finances avec elle? Non. Je ne savais pas qu'elle en avait, pour ainsi dire. L'avez-vous un jour encouragée à vous favoriser? Non, monsieur. Alors pourquoi, selon vous, vous a-t-elle tout laissé? Je n'étais pas préparée à cette question. J'ai réfléchi un instant. J'ai regardé Margot. J'ai regardé le siège vide à côté d'elle où personne ne s'était assis. Je venais parce que c'était samedi, votre honneur, ai-je dit. C'était la seule raison. La juge a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Je n'ai pas pu le lire. Elle a levé les yeux. Le tribunal déclare le testament valide tel qu'il a été exécuté. La contestation est rejetée. Les plaignants supporteront les frais d'avocat raisonnables de la défense. Delcourt m'a pressé l'épaule une fois. Je n'ai pas regardé mon père. Mon père m'a appelé sa pire fille devant une journaliste locale, et dès le mardi, la Gazette de Beauvallon avait imprimé la phrase en exergue. Ça s'est passé dans le couloir en marbre, à l'extérieur de la salle d'audience 3. Je marchais avec Delcourt vers les escaliers. Mon père est sorti des toilettes sur le mur opposé, il m'a vu, et quelque chose qu'il retenait depuis 9 mois a lâché. Tu es la pire fille que j'ai jamais eue, Élise. Sa voix a résonné. Le marbre est impitoyable avec la colère. 3 personnes ont tourné la tête, dont une jeune femme avec un carnet et une carte de presse de la Gazette. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a pris une petite note, délibérée. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. Delcourt, à mes côtés, a posé une main sur mon coude et m'a guidé doucement. Guillaume a suivi. Tu ne te sens pas coupable, a-t-il lancé derrière moi, sans crier, mais presque. Même pas un peu. Je me suis arrêtée. Je me suis retournée. Guillaume était mon grand frère depuis 34 ans. Il m'avait poussé dans une piscine quand j'avais 6 ans. Il m'avait aidé à déménager 3 fois. Il m'avait emprunté de l'argent et ne me l'avait jamais rendu. Il était venu à l'improviste pour le déjeuner de Pâques sans appeler. Il s'était tenu devant le cercueil de ma grand-mère les yeux secs. Non, Guillaume, ai-je répondu. Même pas un peu. Chloé avait diffusé un direct sur les réseaux depuis l'intérieur du tribunal. L'huissier lui avait demandé de ranger son téléphone 2 fois. Elle l'avait ignoré. Sa vidéo a été supprimée par la plateforme en moins d'1 heure pour violation du règlement sur les diffusions judiciaires. Elle a perdu, selon un commentaire qu'elle a fait plus tard, 7000 abonnés en une seule après-midi. Elle avait franchi la ligne séparant la cousine endeuillée du spectacle embarrassant devant un public qui la payait. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, je me suis assise dans ma cuisine froide et j'ai bu du thé. Théo est passé avec un dîner qu'il n'a pas prétendu avoir cuisiné. Nous avons mangé en silence. L'article de la Gazette est paru le mardi matin. Le titre était mesuré, le tribunal valide le testament contesté de la succession Vasseur. Le corps de l'article était factuel, mais il y avait une citation en exergue. Les mots exacts de mon père, dans un encadré à la 2e page. Et il y avait un petit détail que je n'avais pas remarqué au début, dans le dernier paragraphe, Monsieur Vasseur a été licencié de son poste au sein d'un fabricant régional de pièces mécaniques plus tôt cette année. Le fabricant a annoncé sa fermeture en mars. Ce n'était pas un détail vindicatif. C'était une journaliste qui faisait son travail. Mais c'était publié dans une ville où l'on lisait chaque mot. Une petite ville à la mémoire longue, surtout pour ceux qui brûlent de l'argent sous le nez des mourants. Le salon d'esthétique de ma mère avait une banderole d'inauguration qui était là depuis 2 ans, d'un rose délavé, pendant légèrement du coin de l'auvent.
Le salon a commencé à perdre des clientes la 3e semaine de novembre. Pas toutes d'un coup. Une habituée du mardi a cessé de prendre rendez-vous. Une habituée du vendredi. La femme qui tenait la boutique de fleurs de l'autre côté de la rue, qui avait été amie avec ma grand-mère à la chorale, est passée devant le salon pendant 3 semaines sans regarder à l'intérieur. Ma mère m'a appelée en décembre, elle a pleuré et a demandé si je pouvais l'aider. J'ai dit non, gentiment, et elle a raccroché. Le bureau de l'entreprise de bâtiment de Guillaume, celui qu'il gérait depuis un coin loué dans un entrepôt, a été saisi fin janvier. Il avait 3 mois de retard sur le loyer. Le propriétaire, qui était allé à l'école avec mon père, s'était montré patient. Le journal local a publié la saisie dans les dernières pages, comme il publiait toutes les saisies. Les gens lisent les dernières pages. Mon père n'a pas retrouvé de travail. Il a postulé à 3 endroits. Il n'a pas eu un seul rappel. Il avait 58 ans, avait passé 30 ans chez un seul fabricant et se trouvait sur le marché du travail, une espèce déclarée en voie de disparition. Ma mère est retournée vivre chez sa sœur en Normandie en novembre. Mon père est resté dans la maison où j'avais grandi. Il n'a invité personne. Et puis il y a eu Chloé. L'histoire imprimée par la Gazette avait été reprise brièvement et modestement par un blog régional de faits divers, ce qui avait mené à un fil de commentaires, qui avait mené à un message qu'une femme de Rouen avait envoyé au mari de Chloé, Marc, concernant certains soldes de cartes de crédit appartenant à une certaine épouse, qui semblaient incompatibles avec les revenus du foyer. Marc, qui se doutait de quelque chose depuis un an, a vérifié. Il a découvert les 80 000 € de dettes que Chloé lui cachait. Il a demandé le divorce en avril. Chloé a emménagé avec ma mère en Normandie à la fin du mois de mai. Elle avait alors perdu environ 12 000 abonnés et tout le moyen de pression qu'elle s'était un jour, à tort, imaginé avoir sur notre père. Théo et moi étions à la table de sa cuisine quand j'ai lu le SMS de Margot m'annonçant le divorce. Théo m'a regardé. Je l'ai regardé. Ce n'est pas toi qui as fait ça, a-t-il dit. Je sais. Nous sommes restés assis là quand même. Ce que personne dans notre famille n'avait pris la peine d'apprendre au sujet de ma grand-mère, c'était qu'elle finançait discrètement l'école de leurs enfants depuis 40 ans. Je l'ai découvert un samedi ensoleillé de mai, en fouillant dans son bureau. J'avais décidé de ne pas vendre la maison. Je ne pouvais pas. J'avais dit à Margot, qui gérait sa librairie depuis une petite devanture exiguë rue des Ormes, qu'elle pouvait utiliser les 2 pièces de devant pour ouvrir une annexe. Elle avait pleuré, puis accepté, puis elle avait apporté des cartons. Nous vidions les tiroirs ensemble quand j'ai trouvé le carnet. Il était petit, en cuir souple, noué avec un vieux lacet marron. Il a glissé de derrière le fond du tiroir, en bas à droite de son bureau, le genre de cachette qu'on utilise quand on ne veut pas être pris en flagrant délit de gentillesse. Je l'ai ouvert. Chaque page correspondait à une année. Chaque année avait une ligne. 1985. Cantine 840 €. 1986. Cantine 900 €. Manuel scolaire 1200 €. 1987. Cantine 950 €. Bibliothèque 400 €. Ça a continué pendant 40 ans. La dernière entrée datait de novembre 2025. Les livres, une nouvelle batterie pour la classe de musique. Le total général en bas, de son écriture régulière, était de 284 600 €. L'école primaire de Beauvallon. Mon école. L'école où j'enseignais. L'école où Hugo, mon élève de CE2 qui refusait de parler en groupe, buvait un petit carton de lait à chaque déjeuner parce que cela faisait partie de ce que l'école appelait le programme de nutrition, qui était entièrement financé chaque année par un donateur privé et anonyme que personne n'avait jamais rencontré. Je me suis assise par terre dans sa cuisine, j'ai posé le carnet sur mes genoux et je n'ai pas bougé pendant 1 heure. Une feuille séchée est tombée de la couverture arrière, une feuille de chêne. Elle avait écrit en dessous, le premier jour de Richard, octobre 1984. Je n'ai pas eu besoin de me demander qui était Richard. C'était mon père. Il était au CP. Ma grand-mère avait commencé à aider l'école l'année suivant l'entrée de son fils.
Elle l'avait fait tout au long de son enfance, de son adolescence, de son diplôme, de son mariage, de ses enfants, de ses petits-enfants. Elle avait nourri l'école qui nous nourrissait. Elle n'en avait jamais parlé à un seul d'entre nous, pas même à celle qui passait ses propres journées à y enseigner, et qu'elle fournissait en marqueur pour tableau blanc depuis une décennie sans le savoir. Ma mère s'est assise à la table de ma cuisine en février et a eu l'air, pour la première fois de ma vie, de quelqu'un qui ne jouait pas un rôle. Elle était venue sans prévenir. Elle avait pris un bus depuis la Normandie. Elle avait marché le dernier kilomètre depuis la gare dans la neige fondue, dans un manteau qui avait coûté cher 6 ans auparavant et qui n'était plus maintenant qu'un manteau. Elle a frappé à ma porte comme frappe un étranger. 2 petits coups doux. Je l'ai fait entrer. J'ai préparé du thé. Je n'ai pas dit grand-chose. Elle avait perdu du poids, pas comme quand elle faisait des régimes, ce qui était toujours bruyant et annoncé. Elle avait maigri de cette façon dont le chagrin vous fait maigrir. Ses mains tremblaient sur la tasse. J'ai lu sa lettre. Élise. D'accord. Celle que maître Delcourt m'a donnée après la lecture. Je ne l'ai ouverte que le mois dernier. Je ne pouvais pas, d'accord. Elle a essayé de boire et a reposé la tasse, car elle pleurait silencieusement, de sa nouvelle façon. Elle disait qu'elle se souvenait d'un mardi en particulier en 1994. Avant ta naissance. J'étais passée la voir et je m'étais montrée sèche avec elle. Elle a dit qu'elle avait compris. Sa propre belle-mère avait été difficile avec elle. Elle ne voulait pas transmettre ça. Et elle a écrit « Je te pardonne, Céline. Je te pardonne depuis 30 ans. » Ma mère a posé sa tête sur ses bras sur la table de ma cuisine. Je l'ai laissé pleurer. Je ne lui ai pas tapoté l'épaule. Je n'ai pas dit que tout allait bien. J'ai juste préparé une autre théière. Quand elle a relevé la tête, son maquillage avait disparu. Et son visage ressemblait à ce qu'il devait être avant ma naissance. Et l'espace d'une seconde, j'ai regardé une version de ma mère que je n'avais jamais rencontrée. Élise, je ne demanderai jamais ça. Mais le salon. Il y a 100 000 euros. Je pourrais le sauver. Je te rembourserai. Je te le jure. Je l'ai regardé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai honnêtement rien ressenti de vif. Juste une sorte de tendresse fatiguée. Maman, ai-je dit, je ne te donnerai pas d'argent. Elle a hoché la tête. Elle s'attendait à ce que je le dise. Mais je vais créer un fonds, ai-je ajouté. À son nom, pour les études supérieures. Pour tous les petits-enfants que j'aurai un jour, et pour tous les enfants de Beauvallon qui en auront besoin. C'est ce que je ferai de son argent. C'est ce qu'elle aurait voulu. Elle a de nouveau hoché la tête. Elle s'est levée. Elle m'a serré dans ses bras, un tout petit instant. Puis elle est partie. Je ne suis plus en colère, maman, ai-je dit sur le pas de la porte. C'est juste que je ne te connais pas. Elle ne s'est pas retournée, mais elle a hoché la tête. J'ai donné ma démission à l'école primaire de Beauvallon un mardi, et le vendredi suivant, j'avais loué une petite maison dans un village du Finistère, en Bretagne, où je n'avais jamais mis les pieds. Madame le maire n'a pas essayé de m'en dissuader. Elle me connaissait depuis 4 ans. Elle m'avait vu revenir de mon congé. Elle m'avait vu traverser un procès. Elle m'avait vu continuer à faire cours à une classe d'enfants de 9 ans comme si le sol ne se dérobait pas sous mes pieds tous les matins. Elle a accepté ma démission avec un petit hochement de tête sec et m'a dit « Vous serez une bonne institutrice où que vous alliez, Élise. Vous l'êtes déjà. » J'ai créé la fondation avec maître Delcourt. 20 millions d'euros. La fondation Sylvie Vasseur. Elle couvrirait les frais de scolarité, les livres et la cantine pour tout étudiant qui en aurait besoin, de l'école primaire à l'université, dans toute la région. Delcourt a pleuré silencieusement dans son bureau quand j'ai signé les papiers. La seule fois où je l'ai vu pleurer. Il l'avait aimé. Je l'avais toujours su. Je n'ai pas vendu la maison. Je n'ai pas pu. J'ai cédé le droit d'usufruit à Margot pour toute sa vie, pour la librairie. Elle a appelé la nouvelle succursale la 2e lecture de Sylvie. Elle a peint l'enseigne elle-même.
J'ai postulé pour un poste en CM1 dans une école primaire de Saint-Cast-le-Phare, en Bretagne. C'était un village que j'avais choisi sur une carte routière parce que le nom sonnait comme quelque chose que ma grand-mère aurait aimé. Je n'y suis pas allée en premier lieu. J'ai passé un entretien téléphonique. Ils m'ont offert le poste 2 jours plus tard pour 51 200 € par an, ce qui était le salaire que j'avais toujours eu et le salaire que j'avais l'intention de continuer à avoir. Mon père a appelé une fois en juin. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a laissé un message pour me demander si on pouvait se voir, juste tous les deux, juste pour un café. Il disait qu'il avait des choses à me dire. J'ai écouté le message 3 fois. Puis je lui ai écrit un seul email. Papa. Je ne vais pas cesser d'aimer les personnes que vous auriez dû être, mais je ne peux pas continuer à écrire la lettre à votre place. Prends soin de toi, Élise. Je n'ai envoyé aucune des versions où j'essayais de m'expliquer davantage. Je n'ai pas envoyé la version où je lui pardonnais. Je ne pouvais pas lui mentir, même maintenant. J'ai emballé ce qui rentrait dans ma voiture. Ça rentrait dans ma voiture. La première tasse de café que j'ai bu en Bretagne a été la pire tasse de café de ma vie. Et j'ai éclaté de rire sur le parking. J'avais conduit 2 jours, traversant la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, dans la longue et lente montée vers le Finistère. La Clio avait une toux en 4e vitesse dont je faisais semblant qu'elle ne s'aggravait pas depuis 3 ans. J'avais le pull jaune maïs sur le siège avant à côté de moi, plié parce que je n'avais pas pu le ranger dans un carton. Je me suis arrêtée dans une station-service quelque part au sud de Rennes. Ils avaient du café dans une cafetière qui semblait être là depuis l'administration de Valéry Giscard d'Estaing. J'en ai acheté une tasse. Je l'ai bu. C'était objectivement une honte. Je suis restée plantée sur le parking et j'ai ri, un vrai rire, le genre que je n'avais pas eu depuis 1 an, et j'ai fait sursauter un homme qui gonflait ses pneus. Je suis arrivée à Saint-Cast en fin d'après-midi. Le village était petit, de la manière dont les petits villages sont petits. Une rue principale, un bureau de poste, 2 bistrots, une quincaillerie qui était devenue une mercerie, une boulangerie fermée le mardi. La petite maison que j'avais louée se trouvait sur une falaise à 1 kilomètre de là. Bardage gris, un porche usé par les intempéries avec 2 chaises à bascule, à l'une desquelles il manquait un barreau. Le propriétaire avait laissé la clé sous le pot de fleurs, comme promis. J'ai déverrouillé la porte. Je suis restée dans le couloir. La maison sentait le cèdre et l'océan. Elle était vide. Elle était silencieuse. La cuisine avait un vieux poêle en fonte que je ne savais pas encore utiliser. Le salon avait une fenêtre qui donnait sur l'Atlantique et un petit plancher inégal qui grinçait quand je le traversais. J'ai apporté le pull jaune maïs dans le salon. Je l'ai drapé sur l'accoudoir du seul fauteuil qui s'y trouvait déjà, un fauteuil à oreilles vert laissé par le précédent locataire. La manche pendait sur l'accoudoir comme elle pendait autrefois sur l'accoudoir de la chaise de cuisine de ma grand-mère. Je suis restée debout à le regarder pendant un long moment. Dans la boîte aux lettres, quand je l'ai vérifié ce soir-là, il n'y avait qu'une seule enveloppe. L'écriture de Margot. À l'intérieur, une carte et une lettre. La lettre était brève. Élise. Sylvie savait que tu finirais dans un endroit comme ça. Elle me l'a dit il y a 10 ans. Elle m'a dit, Élise est une âme de la côte. C'est juste que la mère ne le lui a pas encore dit. Bienvenue chez toi, Margot. En juin de l'année suivante, j'avais une classe de CM1 qui donnait sur l'Atlantique et un chat jaune qui croyait que le pull de ma grand-mère lui appartenait. La salle de classe était au 1er étage de l'école primaire de Saint-Cast, un bâtiment en briques de 1936 avec des planchers qui grinçaient à 8 endroits précis, que tous mes élèves avaient appris à éviter en allant tailler leurs crayons. Ma classe comptait 18 élèves. L'une d'elles était une petite fille calme nommée Rose, qui ne parlait pas lors des travaux de groupe. Je lui ai accordé de la patience. Je lui ai donné des samedis, sous la forme de 20 minutes de conversation supplémentaire après l'école, le mardi. Dès le mois de mai, elle a commencé à lever la main. Les premières bourses de la Fondation Sylvie Vasseur ont été attribuées en avril. 47 étudiants. J'ai lu chaque dossier. 2 d'entre eux appartenaient à des enfants du programme de cantine de Beauvallon, que ma grand-mère finançait depuis avant leur naissance.
J'ai pleuré silencieusement sur les 2 dossiers. J'ai signé les 2 approbations. Margot a conduit jusqu'ici début juin avec un pot de confiture du jardin en verre. Elle est restée 3 jours. Elle s'est assise sous mon porche, a lu un livre de poche et n'a pas parlé plus que nécessaire. Elle avait 80 ans. Assise sur mon porche, elle avait l'air d'une femme qui avait décidé de vivre jusqu'à 100 ans par pur esprit de contradiction. Richard m'a envoyé une carte d'anniversaire le 14 juillet. C'était la première carte d'anniversaire qu'il m'envoyait en 10 ans. La carte était générique. Joyeux anniversaire, ma fille. À l'intérieur, de son écriture étriquée, il avait écrit 3 mots. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas déchirée non plus. Je l'ai mise dans un tiroir de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je le saurai un jour. Le chat est arrivé fin juin, maigre et jaune, avec une oreille déchirée et une façon fixe et sceptique de regarder les gens. Il est entré par la moustiquaire que je n'avais pas bien fermée. Il est monté sur le pull jaune maïs, sur le fauteuil à oreilles. Il s'est endormi. Je n'ai pas eu le cœur de le déplacer. Je l'ai nommé Colette. Il dormait sur le pull toutes les nuits. Chaque matin, je devais lui demander la permission de l'emprunter. Il me regardait avec un seul œil jaune mi-clos, comme s'il avait hérité de la mémoire de ma grand-mère directement et ne tolérait mon utilisation du vêtement qu'à titre de prêt. Un samedi du mois d'août, je me suis assise sous un porche qui m'appartenait et j'ai écrit une lettre qui n'avait pas besoin d'être postée. Le soleil se couchait sur la baie. Il se couchait 10 minutes plus tard qu'il ne s'était couché derrière la colline de ma grand-mère. J'avais chronométré ça, pour une raison ou pour une autre. J'étais restée assise pendant ces 10 minutes entières ce soir-là. Comme on reste assis pendant le générique de fin d'un film qu'on ne veut pas voir se terminer. La lettre lui était destinée. Je lui ai parlé de la classe, de Rose, des 8 lattes de plancher qui grinçaient, du jour où la directrice a apporté des pains au chocolat, de Colette et du pull, et de la façon dont le chat me regardait. Je lui ai dit que j'avais compris quelque chose. Je n'avais pas gagné parce que j'avais de l'argent. J'avais de l'argent maintenant, et la majeure partie ne m'appartenait pas, et ne m'appartiendrait jamais. J'avais gagné parce que j'avais su, quand ça comptait, m'asseoir en silence avec une personne qui partait. Parce que j'étais venue le samedi sans aucune raison. Parce que j'avais mis le chèque dans mon sac au lieu de le jeter au feu. Parce que quand elle m'avait demandé, assise dans son jardin en octobre, ce que je ferais avec 1 million d'euros, j'avais répondu que j'achèterais des marqueurs pour tableau blanc pour ma classe. Et elle m'avait regardé de la même manière qu'on regarde une réponse qu'on a attendue toute sa vie. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans la petite boîte en bois qu'elle gardait près de sa chaise la veille de Noël, celle que j'avais apportée avec moi en Bretagne. J'ai fermé le couvercle. Je me suis levée. Colette, par la fenêtre ouverte, m'a regardée avec le dédain patient d'une créature prête pour son dîner. J'arrive, ai-je dit. Je suis rentrée à l'intérieur.